Si les forteresses médiévales connaissent un apogée, c'est bien au XIIe et au XIIIe siècle. Après une première période, où la féodalité se met en place, notamment avec le modèle de la motte castrale, l'architecture militaire se perfectionne. La pierre se généralise, et les châteaux deviennent de véritables machines de guerre, aussi bien défensives qu'offensives. Durant cette période, le règne de Philippe Auguste a une importance capitale. Il marque la naissance d'un premier projet d'architecture royale. Je vous parle aujourd'hui d'un véritable mythe de l'histoire de France, la forteresse de l'an 1200. Dans une vidéo précédente, consacrée au château de l'an 1000, nous avions parlé de l'origine des forteresses médiévales. Pour résumer, tout commence au IXe siècle, avec la dégradation de l'autorité centrale de l'Empire carolingien et le développement des invasions. Face à l'incapacité des rois à assurer la sécurité des provinces et à imposer leur autorité, apparaît la féodalité, avec l'idée de se défendre à un niveau local. La motte castrale, qui apparaît au Xe siècle, incarne la prise d'autonomie des seigneurs. Elle se compose d'une motte de terre surmontée d'une tour de bois. Une basse-cour, entourée de palissades et de fossés, accueille les bâtiments nécessaires à la survie de ce petit microcosme, où les paysans peuvent venir trouver refuge en cas d'attaque. Les mottes castrales à tour de bois restent nombreuses jusqu'au XIIIe siècle, mais dès l'an 1000, on voit apparaître en parallèle des constructions en pierre, d'abord chez les puissants seigneurs, puis chez les plus modestes, qui remplacent progressivement leurs tours de bois par des constructions maçonnées. Dès la première moitié du XIe siècle, Fulquenera, comte d'Anjou, fait par exemple édifier l'impressionnante tour maîtresse de Loches, haute de 36 mètres. Cette architecture maçonnée du XIe et du début du XIIe siècle se caractérise par son aspect quadrangulaire. Les tours sont ainsi carrées, ou parfois construites de manière assez anarchique. Il s'agit d'une architecture purement défensive, qui cherche à impressionner par la hauteur et l'épaisseur des murs. Il faut dire que ces premiers châteaux, motte castrale à tour de bois puis donjon quadrangulaire en pierre, sont pensés pour se défendre contre des ennemis encore assez peu armés et organisés. Sur les objectifs d'envergure, comme par exemple Paris en 885, il arrive que les Vikings mènent de véritables sièges. Mais dans la majorité des cas, ils visent l'efficacité et la rentabilité, opérant par raids et contournant les points bloquants. Les luttes entre petits seigneurs n'engagent généralement que quelques dizaines d'hommes, à cheval ou à pied, et équipés d'armes légères. Mais au XIIe siècle, la guerre a déjà évolué significativement, notamment du fait des armes de siège, qui se sont développées, en particulier durant les croisades. Le trébuchet est particulièrement redoutable. Il constitue une réponse réellement efficace contre les fortifications maçonnées qui remplacent peu à peu les châteaux en bois. Ces machines de guerre sont capables de propulser jusqu'à 300 mètres des blocs de pierre pouvant atteindre les 150 kg. Les tours maîtresses carrées, caractéristiques du XIe siècle, résistent mal aux machines de siège. Leurs murs linéaires sont facilement ébranlés par les boulets. Aussi voit-on apparaître dès la fin du XIIe et surtout au début du XIIIe siècle des tours de forme circulaire, absorbant mieux les impacts. Le dispositif général des châteaux se perfectionne lui aussi, présentant des systèmes d'enceinte continus de plus en plus sophistiqués. En plus des tours d'angle de muraille, on inclut des tours intermédiaires dans les courtines. Les archères, fentes permettant de tirer à l'arc depuis l'intérieur du château, se développent, permettant de battre par les tirs n'importe quelle position à proximité des fortifications. On voit également apparaître les premiers machicoulis, qui permettent de laisser tomber sur les assaillants des projectiles divers. Les châteaux, qui dans la première moitié du XIIe siècle étaient encore rudimentaires, visant la hauteur et l'épaisseur des murs, deviennent ainsi de véritables machines de guerre, non seulement défensives mais aussi offensives. Les forteresses s'organisent en séquençant les espaces de manière stratégique. On assiste donc à de grandes évolutions à la fin du XIIe siècle dans la polyorcétique, l'art de la guerre de siège, et les forteresses l'expriment en multipliant les barbacanes, chemins de ronde et cours intermédiaires. Le donjon, qui jusqu'ici était la pièce maîtresse des châteaux, devient un élément parmi d'autres, parfois même plus symbolique que réellement stratégique.
Cette transition importante dans le domaine de la fortification se fait largement sous l'impulsion d'un personnage, Philippe Auguste. Agrandissant le domaine royal et renforçant l'autorité du monarque, il est à l'origine d'un projet architectural d'envergure. C'est sous son règne qu'on voit la première expression d'une architecture royale en France. Développons cela. Au milieu du XIIe siècle, les rois n'ont encore qu'un pouvoir relativement limité dans le monde féodal. En forçant le trait, on peut dire qu'à cette époque, le roi de France n'est qu'un seigneur parmi d'autres. C'est sous Philippe Auguste que le pouvoir royal se renforce réellement. En effet, il combat les grands seigneurs pour affirmer son autorité, reprenant de vastes territoires jusqu'alors contrôlés par le roi d'Angleterre, comme la Normandie, l'Anjou ou la Touraine. Il remporte la bataille de Bouvines en 1214 contre une coalition européenne, ce qui renforce encore son prestige et son autorité. Il fait de Paris le lieu incarnant un pouvoir royal centralisé et structuré. Son règne est largement marqué par les guerres et l'agrandissement du royaume. Or, une fois un territoire conquis, il convient d'en pérenniser la possession, par la mise en place de forteresses imprenables, permettant par ailleurs d'exprimer visuellement le pouvoir. C'est ainsi que Philippe Auguste fera bâtir ou profondément remanier plusieurs dizaines de places fortes majeures. Outre le premier Louvre et une importante enceinte militaire autour de Paris, il construit par exemple la forteresse de Dourdan. Il intègre Château-Gaillard dans le système défensif du royaume, après l'avoir pris au roi d'Angleterre. Réaménage les châteaux de Rouen, de Falaise ou encore de Lille. Il utilise des maîtres d'œuvre royaux en centralisant les décisions, ce qui conduit à définir un modèle de fortification reconnaissable par l'organisation quadrangulaire des enceintes, séquencée par des tours circulaires et un donjon isolé. On parle ainsi d'architecture philippienne. Son projet le plus célèbre est celui de la forteresse du Louvre, dont il ne reste presque plus rien aujourd'hui. Il s'agit d'un château exprimant visuellement l'autorité centralisée du roi. Analysons cette forteresse du Louvre. Elle comporte en son centre une tour maîtresse circulaire d'un diamètre de 15 mètres pour une hauteur de 30 mètres, qui exprime symboliquement le pouvoir du monarque. L'enceinte défensive est pour sa part quadrangulaire, avec une largeur de 80 mètres pour une hauteur de 12 mètres. Elle comporte des tours d'angle, mais aussi des tours intermédiaires au milieu des courtines. On a donc ici plusieurs notions géométriques. La centralité du donjon, la circularité des tours et le caractère quadrangulaire de l'enceinte. Toutes ont une portée symbolique dans la pensée médiévale, qui ramène systématiquement à des considérations religieuses. En effet, le XIIe siècle perçoit le principe divin comme un centre, autour duquel gravite la création. Le roi est pour sa part un personnage sacré, représentant Dieu sur terre, et dont la mission est d'organiser le royaume terrestre, afin qu'il soit à l'image du royaume des cieux. Par analogie, le roi est à l'image de Dieu, centre symbolique autour duquel gravite son propre royaume. Le donjon du Louvre exprime cette centralité royale. La symbolique biblique accorde pour sa part une place importante à la géométrie. La forme circulaire est associée au divin, quand la forme carrée relève du monde matériel. L'Éden, décrit dans la Genèse, au début de la Bible donc, se caractérise par la centralité circulaire de l'arbre de vie, autour duquel s'articule le jardin. L'Apocalypse de Saint Jean décrit pour sa part la fin des temps, avec l'avènement de la Jérusalem céleste, qui se singularise par sa perfection quadrangulaire, au moment donc où la totalité du temps est consommée. La forme carrée est ainsi celle du royaume terrestre, représentée au Louvre par l'enceinte quadrangulaire, qui s'articule autour de la centralité du donjon, axe incarnant l'autorité divine du roi. Ce parallèle entre le ciel, symbolisé par la forme circulaire, et la terre, dont le Louvre est la représentation architecturale carrée, se retrouve clairement dans l'iconographie médiévale, comme illustrent par exemple les très riches heures du duc de Berry. Par la forteresse royale, Philippe Auguste exprime spatialement la vocation du monarque, analogie du centre divin régnant sur la création. Le Louvre et Paris deviennent dans cette symbolique l'expression architecturale du pouvoir centralisé des rois de France. Ce projet d'absolutisme royal est un fil directeur de l'histoire, qui court du XIIe siècle jusqu'au règne de Louis XIV. Il aboutira avec le grand projet artistique du classicisme, dont Versailles constituera l'accomplissement ultime. Mais ça, c'est encore une autre histoire.